Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler de rentabiliser sa stratégie SEO sans être un pro. Volontairement, je vais vous faire une conférence, très vulgarisée avec des actions, faciles à mettre en place puisque, quand on lance déjà sa stratégie SEO, qu'on a lancé son site, après on nous parle conversion et c'est vite un gros charabia, donc j'ai essayé de le rendre le plus simple possible. Avant de rentrer dans le dur, je vais me présenter. Donc moi, c'est Amandine, ça fait un peu plus de 7 ans que je fais du référencement. Je fais autant du référencement naturel que du référencement payant, même si, j'avoue que le SEO, c'est mon petit chouchou. J'ai démarré le référencement à l'époque, à côté de mes études, je voulais me faire un peu d'argent et du coup, j'avais lancé un un business avec un de mes amis qui était un lavage, auto à domicile et plutôt que de faire des flyers, à l'ancienne, je lui avais dit: «Bah, viens, on fait un site internet» et donc c'est la première fois que j'ai fait un site. J'ai commencé sur WordPress et c'est comme ça que je suis tombée, dans la fameuse, marmite puisque, d'un coup, j'ai commencé à me dire: «OK, j'ai fait un site qui était pas très beau en toute, transparence, mais il était fonctionnel et c'est tout ce qu'on en attend». Mais j'ai commencé à me poser des questions de: «OK, mais comment, en fait, mon site là, il se positionne? Pourquoi sur ce mot-clé là, il sort pas? Et pourquoi cette personne-là, elle arrive à faire sortir son site?» Et donc bah, ces questions-là, de fil en aiguille m'ont amenée vers, le mot magique, du référencement naturel et j'en ai fait ma passion, j'en ai fait mon métier et j'ai créé un paquet de sites. J'en ai planté un certain nombre pour apprendre, mais bon, c'est comme ça aussi qu'on apprend ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. On m'appelle aussi la loutre du SEO et vous verrez tout au long de cette présentation une petite, mascotte, loutre 3D. Pour la petite histoire, ça me semble en fait, c'était un challenge tellement drôle de me dire: «OK, je parle de référencement», donc souvent quand on dit le mot SEO à quelqu'un, on lui a déjà filé 4 migraines et il nous regarde avec des gros yeux. Donc parler de SEO qui paraît assez mystique, assez complexe, avec un petit animal super mignon, je me suis dit: «Ça n'a aucun sens, ça n'a rien à voir et c'est pour ça que je vais le faire». Et à l'époque, j'avais démarré, quand j'ai commencé à prendre la parole, sur LinkedIn il y a 3 ans, juste à utiliser l'emoji loutre et rien qu'avec ça, nombreux d'entre vous ont été au rendez-vous. Je dirais même que je me suis fait dépasser, par la vague, des loutres. Donc merci beaucoup s'il y en a ici, qui me soutiennent depuis, longtemps parce qu'aujourd'hui, on compte un peu plus de 100 000 abonnés, sur la marque SEO sans migraine et c'est que du kiff. On dit aussi de moi qu'apparemment je serais, la top 1, SEO, LinkedIn France, donc c'est toujours des jolies nouvelles, mais vous verrez que comme, les mots compliqués, je déteste aussi les vanity metrics et donc c'est pour ça que dans cette, conférence, vous n'aurez ni mots complexes, ni informations bullshit puisque je déteste ça. On va parler, j'ai vraiment scindé cette conférence en fait en 3 points. On va parler donc de comment monétiser sa stratégie SEO, donc concrètement, on fait comment pour que notre blog ou notre site, il nous rapporte de l'argent. Est-ce qu'un blog, ça peut rapporter de l'argent? J'ai hâte d'aller, un peu casser cette idée reçue parce que, en tout cas pour moi avoir été aussi salariée, souvent quand tu dis: «Ouais, il faudrait lancer un blog avec des articles», première réponse c'est: «Ouais, mais un blog, ça rapporte rien, on va juste, dépenser du temps, pour rien». Et donc j'ai hâte, de démonter un peu cette idée reçue avec vous. Et enfin, on verra comment placer ces appels à l'action. On les place où? On les place comment? Comment on fait? On va essayer de démystifier, tout ça en douceur avec, des mots toujours, très doux. On attaque tout de suite avec monétiser sa stratégie SEO. J'espère que vous aimez les loutres parce qu'il y en aura partout. La première action pour monétiser sa stratégie SEO, c'est que pour moi et ça reste bien sûr ma vision et ma façon de faire du référencement, mais dès le jour 1, en fait, on va cibler des mots-clés business. Ce que j'appelle des mots-clés business, ça va vraiment être des mots-clés qui vont, d'après vous et pour votre site, générer de l'argent, des conversions, des clients, des prospects pour votre site internet. Imaginons, moi j'ai un site où je vends des peluches loutres. Le mot-clé «acheter une peluche loutre» est un mot-clé business pour moi, puisque ça cible directement, ce que je fais. En fait, on va aller cibler ces mots-clés business. Pourquoi? Parce qu'ils ont une intention commerciale ou une intention transactionnelle. On peut aussi appeler ça tout simplement une intention où les gens veulent acheter. Et c'est parce qu'on va cibler des gens qui veulent acheter dès le jour 1 qu'on va avoir des résultats SEO très rapides. Et c'est en ayant des résultats SEO très rapides qu'aussi on ne se décourage pas, qu'on continue de nourrir ce canal d'acquisition et qu'on n'a pas l'impression de brasser du vent, pour rien. Il y a beaucoup de clients que j'accompagne qui souvent en fait se sont arrêtés, 6 mois, après avoir lancé leur stratégie SEO parce qu'ils étaient au bout, mais vraiment au bout du rouleau. Ils se disaient: «Mais j'ai pas de résultat, pourtant j'y passe du temps, j'y passe aussi beaucoup d'argent» et en fait le problème vient majoritairement,
toujours du même point, c'est que les mots-clés qui sont ciblés, ils sont pas assez commerciaux ou alors ils sont trop larges. C'est pour ça que je conseille, très souvent de cibler, quand on démarre, des mots-clés longue traîne. Les mots-clés longue traîne, c'est assez simple, c'est ça ils portent super bien leur nom, c'est des mots-clés qui sont à rallonge. Donc, un mot-clé, ça va être peluche loutre et un mot-clé longue traîne, ça peut être acheter une peluche loutre à Montpellier. Voilà, c'est plus long. Je dis Montpellier parce que je suis de Montpellier et en plus il fait super chaud en ce moment, donc j'espère que vous aussi vous avez pas trop de neige. Voilà, c'était le petit passage, météo. Mais vraiment les mots-clés, longue traîne, en fait, ils sont vraiment plus longs. C'est comme si on avait pris un roule à pâtisserie, hop, on l'écrase et là vous avez un mot-clé longue traîne. C'est souvent des mots-clés, en fait, qui vont avoir moins de volume, donc il y a moins de gens qui vont les chercher. Par contre, l'intention, elle est souvent plus précise, parce que vu qu'ils sont plus nichés, on est souvent sur des intentions commerciales et d'achat. Et ils sont souvent plus faciles à se positionner au début, parce qu'il y a moins de monde aussi et moins de concurrence. On va aussi respecter la règle de un article, un appel à l'action par article ou par page. Je vous explique un peu plus tard où est-ce qu'on les place, pourquoi on les place ici, mais gardez en tête qu'une page égale un mot-clé et une page égale un appel à l'action. On commence pas à envoyer son prospect dans tous les sens. On met pas 40 appels à l'action par article, sinon en fait très vite on fait l'effet inverse. On va faire peur à notre prospect ou notre message va paraître très, très flou. Pour démarrer, on va commencer par, j'aime toujours passer un tout petit moment là-dessus. C'est en fait, on parle toujours de: «OK, il faut trouver des mots-clés», mais en fait, c'est rarement on explique comment il faut les trouver. Donc la première étape, c'est que vous allez prendre un Excel, un fichier, un Notion, tout ce que vous voulez, même une feuille, un crayon, tout vraiment tout ce que vous voulez. Vous allez me faire 2 colonnes, une colonne catégorie, une colonne mots-clés et en fait, là, vous allez lister tous les mots-clés sur lesquels vous voudrez que votre site se positionne. C'est vraiment c'est votre liste de Noël. Là, on réfléchit pas du tout encore, «OK, est-ce que ce mot-clé-là est cherché, il est pas recherché?» La première étape, c'est vous me faites un énorme brainstorming de tous les mots-clés que vous voudriez. Moi, j'ai un site de peluche loutre, bah, je veux tous ces mots-clés-là, en fait. Je veux peluche loutre XXL, peluche loutre mignonne, peluche loutre douce et j'essaye vraiment de trouver tous les mots-clés où je voudrais que mon site ressorte. Une fois que vous avez fait ce travail-là et ce travail-là, il peut être assez long, hein. Moi, des fois, ça me prend une semaine rien qu'à poser tout ce que j'ai dans la tête. Ça peut être beaucoup plus long en fonction de la typologie de votre site et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier si on est dans la bonne piste ou pas. Pour vérifier si on est dans la bonne piste ou pas, on va aller regarder si le mot-clé a bien du volume parce que ça m'est arrivé moi, d'ailleurs ça fait partie de mes premières erreurs, de me dire: «OK, je suis sûre, mais je suis sûre à 100 que les gens ils tapent ça et ça c'est mon mot-clé» et en fait quand on regarde la data, bah, il y a personne. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une personne qui cherche ce mot-clé-là et la cible ne tape pas ce mot-clé, elle parle pas de cette façon-là. Donc toujours passer un petit coup pour vérifier, la donnée. Vous pouvez la vérifier sur plein d'outils, SEMrush, SERanking, même chez SEMnote de Garden. Vraiment, vérifiez-le, ça prend pas longtemps et ça vous évitera de longs mois, de ramage, comme moi j'ai pu le faire. Ensuite, je vous conseille de vous appuyer sur un outil SEO pour aller, en fait, fournir cette étude de mots-clés. Donc, là, vous avez fait, avec votre tête. Maintenant, on va faire un peu plus avec des outils qui vont aller chercher les mots-clés associés. C'est-à-dire qu'on va taper un mot-clé et les outils SEO qui sont très bien faits maintenant, de plus en plus, vont aller chercher tous les mots-clés qui pourraient aussi fonctionner avec celui que vous avez tapé et en fait, ça va venir nourrir, nourrir et encore nourrir vos idées pour que cette étude de mots-clés-là, elle soit la plus complète possible. Il y a un peu 3 règles de bonne pratique que j'aime bien rappeler. C'est, si vous vous rendez compte que sur un mot-clé, il y a un volume qui est à 0, soit effectivement il y a vraiment personne, soit alors, je vous conseille de vérifier sur un deuxième outil, SEO juste pour vérifier qu'en fait entre l'outil A et l'outil B, vu qu'ils ne calculent pas le volume de la même manière, que l'information soit, vérifiable et véridique. Parce qu'on va dire que les outils SEO font des interprétations, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont toujours justes. Si vous démarrez et que le volume est très, très, très élevé, attention à la concurrence parce que ça va souvent ensemble, hein. Beaucoup de volume, bah, beaucoup de monde qui a envie de se placer dessus. Si on démarre, on ne peut pas demander à son site, d'aller, se taper la concurrence avec des gens qui sont là depuis 15 ans, alors que ça fait même pas 2 mois que nous on a commencé à créer du contenu. Il faut y aller étape par étape et donc commencer par des mots-clés à rallonge qui auront très certainement moins concurrence. Pour trouver vos mots-clés business, en fait, on va aller faire 2 choses. La première, c'est qu'on va aller analyser l'intention de recherche. L'intention de recherche,
ça porte aussi très bien son nom, c'est la personne au moment où elle tape ce mot-clé-là, elle est dans quelle intention? Est-ce qu'elle cherche à acheter, à s'informer? Elle veut juste se rendre sur un site internet? Il y a plusieurs intentions de recherche et en fait, c'est essentiel de savoir que si vous vous positionnez sur un mot-clé et que l'intention de recherche, par exemple, elle est informationnelle, on va pas faire une page qui va pousser qu'à vendre, sinon on sera à côté de la plaque. Et ensuite, on va cibler des mots-clés à action. Pour trouver les intentions de recherche, donc il y a plusieurs, vraiment il y a plusieurs, façons. Soit, la première étape, c'est que vous allez sur un outil SEO. Là, par exemple, je crois que j'ai pris un screen de chez Semrush et il va tout simplement vous la donner en vous disant: «Bah, là, la recherche, elle est transactionnelle, il souhaite à acheter» ou alors encore une fois, il souhaite à se renseigner sur des marques ou des services. Soit option 2, vous allez, dans la serre Google, donc vous tapez votre mot-clé sur Google et vous allez analyser ce qui se passe. Donc là, par exemple, pour le mot-clé «acheter peluche loutre», 1er indicateur, est-ce que Google Shopping est déclenché ou non? Si Google Shopping se déclenche, ça veut dire que les gens cherchent à acheter. On ne cherchez pas plus loin. Et après sinon, vous pouvez regarder un peu tous les mots-clés qui sont en dessous du mot «tous» et il peut y avoir des indications, notamment sur les intentions de recherche où les gens vont plus chercher à s'informer. Il y a souvent du comment, du pourquoi et en fait, regardez tout simplement, cette fameuse page Google et il y a beaucoup d'infos, rien que dans les titres aussi de vos clients, de vos concurrents, excusez-moi. Dans les titres de vos concurrents, souvent, bah, vu qu'ils veulent se positionner, ils ont capté l'intention de recherche, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont ciblé la bonne. Donc n'hésitez pas à regarder souvent, à ne pas copier-coller ce que font vos concurrents et d'aller toujours double check sur un outil SEO. Parce qu'autant votre concurrent, lui, il a ciblé que l'intention de recherche transactionnelle et des fois, effectivement, les mots-clés peuvent avoir 2 intentions de recherche. Comment on fait quand il y en a plusieurs? Donc ça, c'est un peu, le petit piège puisqu'on se dit toujours: «OK, bah, moi j'ai 2 intentions, donc je sais pas ce que je dois faire. Je dois vendre, je dois informer». En fait, on va faire les 2 et on va faire en sorte de faire une page qui arrive à marier vraiment ces 2 intentions de recherche. Par exemple, sur Peluche Loutre, vous pouvez faire une page, de vente, donc une fiche produit tout simplement, qui va un peu présenter une peluche loutre aussi, qu'est-ce que c'est, comment elle est faite, quels matériaux, quelle taille et puis, vous allez mettre des appels à l'action pour l'acheter. Comme ça, en fait, vous pouvez avoir, 2 vraiment 2 parties. Une partie vraiment je m'informe, une partie j'achète. Encore mieux quand vous avez la possibilité de faire un article de blog. Là, sur le mot-clé peluche loutre, je ne pense pas que l'article de blog serait la meilleure réponse, je verrais plus une fiche produit. Néanmoins, sur certains mots-clés, l'article de blog peut être beaucoup plus pertinent et dans un article, bah, là, on peut vraiment, épouser ces fameuses 2 intentions de recherche puisqu'on pourrait faire toute une partie informationnelle où on va apporter de la valeur à l'utilisateur et une deuxième partie où on va, bah, faire, des appels à l'action et je vous en parle juste un peu après, comment dans un article de blog on place des appels à l'action sans être trop bourrin. Parce que l'idée c'est pas de brusquer, nos visiteurs, mais de les amener, à convertir, bien sûr qu'ils prennent du plaisir aussi à lire nos articles. Ensuite, pour trouver vos mots-clés business, bah, je vous conseille de prendre tous les mots-clés qui ont tout simplement des mots à action: acheter, trouver ou encore mieux quand c'est une localisation. Mais, ça peut tout de suite vous donner, un peu la puce à l'oreille. OK, si dans mon mot-clé, il y a écrit: «acheter peluche loutre», bon bah, l'intention de recherche, elle est assez évidente. Trouver une peluche loutre, et encore mieux quand il y a une localisation, par exemple, trouver une peluche loutre à Montpellier. Bon là, vous avez, vous ciblez et vous nichez de plus en plus. Plus le mot-clé est ciblé, plus il est niché, plus votre réponse peut être aussi, très, très précise et en général, quand l'intention de recherche, elle est, transactionnelle et qu'on est précis, bon, bah, on passe pas par 4 chemins, on clique, on achète et voilà, on a trouvé notre réponse. En tout cas, faire ce qu'on appelle du SEO transactionnel, donc faire du SEO qui va vendre dès le jour 1, pour moi et c'est toujours encore une fois, c'est ma vision, mais ça va faire en sorte d'avoir une stratégie SEO qui va convertir dès le jour 1. On va pas faire du trafic pour faire du trafic qui, au final, ne va pas nous servir à grand chose. Parce que c'est bien beau d'être, par exemple, moi je vends des peluches loutres, je suis positionnée sur, loutre tout court. Bah, je suis pas sûre que les gens qui tapent loutre, ils cherchent vraiment à avoir une peluche loutre. Peut-être qu'ils voulaient juste se renseigner sur les loutres, avoir des gifs de loutres, c'est-à-dire la recherche que je fais à peu près tout le temps. Mais je suis pas vraiment sûre que c'est le mot-clé qui va convertir le plus pour moi. Il peut convertir, oui, mais ça reste, très indirect. Donc faire du trafic pour faire du trafic, je vous le conseille pas, surtout au début, surtout quand on a besoin que notre, SEO, ça devienne un vrai canal d'acquisition et surtout quand on a tendance à vouloir, mettre des efforts, mais
En fait, le problème, si vous allez sur des mots-clés qui sont trop larges, c'est que vous allez vous décourager. Après, vous avez enfin, c'est le schéma, il est assez classique. On cible trop haut, on n'a pas le niveau, il y a les concurrents sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous, on rame, on rame, on rame. On rame tellement, qu'on se décourage, on se dit que le SEO ça marche pas, que c'est pas fait pour nous, qu'on a dépensé cet argent pour rien, alors qu'au final, en changeant un petit peu d'angle de vue et changeant de façon de faire, on peut avoir des résultats et faire un on n'a pas besoin d'avoir 300 000 visiteurs sur un site pour, convertir. On peut même cibler un mot-clé à 100 de volume, mais ces 100 personnes-là, elles sont hyper intéressées, ça fait largement le taf. Hem et ensuite, voilà, vraiment, on va chercher grâce à en faisant, en fait, en ciblant des mots-clés, transactionnels, ça va vous permettre d'aller chercher du trafic, oui, mais surtout de la conversion, de vendre et c'est un peu l'objectif premier quand on quand même on fait du SEO, c'est de vendre, c'est de faire connaître sa solution, c'est pas de faire des visites pour faire des visites. Donc c'est pour ça que je vous conseille, en tout cas moi, d'actionner ça dès le jour 1. Vraiment, hop, on y va, je commence mon SEO, étude de mots-clés, mots-clés business. Et ensuite, vraiment, une fois que vous avez ces mots-clés business, que vous avez cette étude de mots-clés, ne les mettez pas de côté, utilisez-les. J'ai vu beaucoup trop de clients avoir fait une super étude de mots-clés, mais en fait, avoir pris ce document et l'avoir mis de côté et au fin fond de leur boîte. Le problème, c'est que en fait, vous avez toutes les données pour votre stratégie SEO, elles fonctionnent. Néanmoins, vous avez pas fait levier dessus et donc vous les avez pas utilisés. Donc cette étude de mots-clés-là, que je viens de vous montrer, en fait, elle doit vous servir de base pour lancer votre stratégie, mais de base aussi pour la continuer et pour vous fixer des objectifs précis. Vous avez atteint un mot-clé, tant mieux, OK, on passe au suivant. On se dit pas: «OK, c'est bon, j'ai atteint un mot-clé transactionnel, hop là, c'est bon, le reste va se faire tout seul». Non, c'est un document qui représente, en fait, votre plan, d'action pour votre stratégie SEO, donc utilisez-le, ne le laissez pas au fond de la boîte. Ça me c'est vraiment à chaque fois, je trouve ça tellement dommage quand, l'étude de mots-clés, elle est super bien faite, mais en fait, on ne s'en sert pas. Donc n'oubliez pas d'aller la voir régulièrement parce que des fois aussi, ça on a tellement la tête dans le guidon qu'on a l'impression d'avoir ciblé un mot-clé parce qu'on l'avait mis dans l'étude de mots-clés, mais en fait, au final, on n'a jamais bossé dessus. Donc prenez du temps, parfois pour analyser votre stratégie et ce que vous en faites et pas tout le temps dans l'opérationnel. On va passer sur, la deuxième partie. Est-ce qu'un blog, ça peut rapporter? Quand j'étais salariée, que j'ai créé un je suis arrivée dans une boîte qui avait ni site internet, ni blog et donc ma plus belle réussite à l'époque, ça a été d'avoir créé un blog de A à Z. Et ce blog-là, 2 ans plus tard, il générait un peu plus de 70 000 € par mois. Donc on va dire que mon recrutement était largement rentabilisé. Mais c'est surtout que pour moi, en tout cas, c'était une vraie réussite puisque en dehors du fait d'avoir attiré beaucoup de monde, sur ce site-là et sur le blog. Je crois que c'était une moyenne d'à peu près 300 000 visiteurs, par mois. C'était que ces visiteurs-là, en fait, ils convertissaient et donc quand on a un blog qui nous sert à nous faire connaître, à gagner en crédibilité, en notoriété et qu'en plus il nous rapporte de l'argent, c'est un peu, le graal à atteindre en SEO. Donc oui, un blog, ça peut rapporter et ça peut rapporter beaucoup si, bien sûr, on respecte quand même quelques règles. La première, c'est, moi j'aime beaucoup cibler des mots-clés qui vont, bien sûr, une fois que mon business tourne déjà quand même et qu'on a ciblé les mots-clés chouchou, on a ciblé nos mots-clés business, on a une base qui fonctionne. Là, moi, je vais pas hésiter à aller cibler, des mots-clés un peu plus informationnels. Donc c'est-à-dire là, j'ai des visiteurs en fait qui veulent juste, s'informer. Mais dans ces articles informationnels, je vais rajouter un appel à l'action. Pourquoi? Parce que je pars du principe que quand, je vais faire un article informationnel, le but pour moi, c'est d'être l'expert numéro un dans la tête de mon prospect. C'est-à-dire qu'il arrive sur mon blog, il arrive sur mon article, il s'est posé une question, déjà, premièrement, je lui réponds. Contrairement à 95 des articles que je vois en ce moment, où pour trouver la réponse, il faut scroller, scroller et si tu as un peu de chance, tu trouves la réponse, mais c'est pas toujours le cas. Donc le but vraiment, c'est il arrive sur mon article, je lui réponds tout de suite à sa question et ensuite je balance, mais de la valeur. J'estime que si cette personne, elle est sur mon article et sur ce mot-clé-là, elle cherche à s'informer, mais c'est aussi potentiellement un prospect et une cible intéressante pour moi. Donc je ne vais pas hésiter à l'éduquer, c'est-à-dire sur ce sujet, lui apporter des tutos, des études de cas, lui apporter un max de valeur. Et en fait, l'objectif pour moi, c'est de toujours être la meilleure réponse sur mon domaine d'expertise. Parce que comme ça, déjà, les gens vont revenir chez moi en se disant, bah, ces articles, ils sont hyper quali. À chaque fois, j'apprends quelque chose, contrairement quand je vais sur d'autres sites ou chez d'autres concurrents où c'est des réponses très assez fades et linéaires. Et c'est surtout que je trouve qu'en fait, c'est ce qui manque énormément.
On a tellement d'articles aujourd'hui, de pages qui sont fades, où on n'apprend rien, où c'est juste des définitions plates ou alors c'est du ChatGPT, tartiné et tartiné et les gens ne sont pas dupes. Genre, au même titre que vous n'êtes pas dupes, que je ne le suis pas, personne n'a envie de lire un article fade et nul, surtout qu'on se prend une quantité de contenu à la journée, énorme. Donc quand on va chercher une info, il faut qu'elle soit bonne et si vous arrivez à vous démarquer là-dessus en montrant à vos prospects que vous savez répondre à sa question et qu'en plus de ça, vous lui apportez de la valeur, c'est vraiment l'objectif, pépite et c'est comme ça que les gens vont vous convertir. C'est aussi comme ça que vous allez vous positionner en tant qu'expert et c'est comme ça que vous allez vous démarquer de vos concurrents. Donc je vais vous expliquer un peu plus comment moi j'aurais fait. Donc, imaginons, là je vais traiter un article informatif et plutôt qu'en fait d'aller, traiter le sujet comme la majorité de mes concurrents, je vais vraiment chercher à apporter de la valeur en plus. Donc souvent ce que je vais faire, c'est je vais me positionner sur un mot-clé, je vais regarder mes 5 voire 6 concurrents, je vais aller lire leurs pages, lire leurs articles et je vais en sortir toutes leurs, faiblesses, mais aussi leurs forces. Je vais regarder, OK, là ils ont vraiment géré sur cette partie-là. Par contre, là ils auraient pu aller plus loin. Là, ils ont pas donné d'exemple concret. Et en fait, ça, c'est mes opportunités. Ça veut dire que leur faiblesse là-dessus, c'est, pour moi, l'occasion de montrer à la personne qui va me lire que je peux aller encore plus loin. Donc c'est à ce moment-là, sur un article informatif où je vais répondre à la question et après je vais balancer une étude de cas. Imaginons, l'article, sur lequel je vais me positionner, c'est, le mot-clé, c'est quoi le SEO? Bah, mon article, je vais vraiment faire: «OK, c'est quoi le SEO?» Je vais faire une première partie où je vais lui répondre et après je vais lui balancer un cas client. «OK, ce client-là, il y a 9 mois, il a voulu se lancer en référencement. Voici ce que j'ai fait. Voici, par quoi on a commencé. Pourquoi on a fait ça?» et en fait, on va apporter un max de valeur. J'explique à mon lecteur, en fait, comment moi j'aurais fait, via quels moyens et via quels outils et ensuite, là, c'est le petit appel à l'action. Je lui propose de tester ma solution avec un avantage s'il vient de l'article. Quand je dis un avantage, ça peut être un code promo, ça peut être, ça peut être aussi, des crédits chargés. En fait, ça dépend vraiment de votre business. Mais le remercier d'être revenu via cet article, moi, ça me donne, 2 occasions. Un, de le faire convertir avec un petit avantage, mais 2, ça me donne aussi l'information que cette personne, elle a converti grâce à cet article précis et donc ça me donne un espèce de ROI potentiel sur ce que je viens d'essayer de faire. Par contre, ce qui n'est plus possible et ça vraiment je vais tartiner dessus, c'est, vendre brutalement. Genre je vois trop de pages d'articles où les gens la seule chose qu'ils essayent de faire, c'est vendre et en fait, il y a trop d'appels à l'action, le texte est trop agressif, en fait, ça fait l'effet inverse, ça vous dessert plus qu'autre chose et surtout plus personne comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis pas dupe, vous êtes pas dupe, on sait très bien quand quelqu'un a juste envie de nous vendre quelque chose et en général ça nous saoule quoi donc non. Ne vendez pas brutalement. Par contre, soyez une réponse claire, pertinente pour votre prospect et placez-lui un bon appel à l'action au bon moment. Ensuite, on ne place pas, s'il vous plaît, votre solution quand ça n'a aucun rapport et aucune valeur ajoutée pour le lecteur. Si vraiment votre solution, elle a rien à voir avec l'article sur lequel vous êtes en train d'écrire ou du moins ça placer un appel à l'action à ce moment-là, ça fait juste pas sens, c'est brutal. Ne faites pas ça. À la place, on va plutôt placer un lead magnet. Ça, je vous en parle juste après. Et surtout, si vous faites des top 10, par exemple, top 10 outils, top 10 solutions, top 10 agences, et cetera, mais que c'est juste fait pour démonter vos concurrents, vous allez, y perdre beaucoup plus qu'à y gagner puisque, en fait, si vous faites un top 10 pour moi, c'est que vous êtes capable de dire: «OK, telle personne, elle est forte là-dedans, telle personne, elle est forte là-dedans» et en fait, faire un article qui est vraiment objectif et pas faire un top 10 juste pour vous tartiner et «vous saucer» entre guillemets, non. Un vrai top 10, on le fait quand on est sûr de pouvoir le faire bien et on le fait pas pour démonter, ses concurrents puisque en fait, ça va juste vous desservir. Je l'ai vu sur beaucoup de clients. En fait, vous envoyez une image super négative donc ça marchait peut-être, il y a 5-10 ans, mais on ne le fait plus puisque, ce que les gens recherchent, c'est vraiment de l'authenticité, c'est de l'honnêteté aussi dans les articles. C'est faire attention aussi à vers quelle solution on va se diriger et ça passe par des détails comme ça, donc ne faites pas ça, s'il vous plaît. On va maintenant voir la dernière partie, de cette présentation, c'est comment placer ses appels à l'action. Je vais aussi vous parler du fameux, lead magnet. Ensuite, je prendrai un grand moment pour répondre à vos questions. C'est vraiment mon objectif, c'est que je veux répondre à vos questions et je ne peux pas arriver avec 5 minutes à la fin et répondre dans le rush. Hem, donc les appels à l'action, on va mettre ça où?
Donc on peut placer déjà plusieurs boutons dans les articles et dans les pages. Est-ce qu'on le place en haut? Est-ce qu'on le place en bas? Est-ce qu'on le place au milieu? Ça va vraiment dépendre de comment vous allez amener en fait votre rappel à l'action. Vous êtes dans un article informatif, on ne va pas mettre le bouton tout en haut puisque la personne va d'abord chercher en fait à obtenir une réponse. Donc vous allez plutôt placer l'appel à l'action après avoir placé un tuto ou une étude de cas ou alors lui avoir démontré que votre solution pouvait l'aider dans ce cas précis. Et pour vos pages, c'est à peu près la même chose. Si c'est une fiche produit et que l'intention de recherche, bah, elle est commerciale, transactionnelle, oui, on va placer l'appel à l'action très haut, voire même ça va être, l'information principale de la page. Tout dépend si c'est un article, si c'est une page et tout dépend de la fameuse enfin des fameuses intentions de recherche. Ça doit être votre indicateur principal pour, définir: «OK, où est-ce que je mets ce petit bouton?» Vous pouvez aussi faire des bannières au milieu d'un contenu, ça c'est un truc que je trouve très cool. Par exemple, on est en train de lire une newsletter, lire un article de blog et au milieu, hop, on a une petite bannière qui change, qui est un peu design. Je vais vous montrer quelques exemples que j'ai pris après. C'est toujours rafraîchissant, c'est une façon plus douce de se mettre en avant et ça peut moins brusquer. On peut aussi faire des petites pop-up, mais j'insiste sur le côté non gênante. Donc la pop-up, on la place sur le côté, on la place en bas, mais vraiment non gênante. On ne fait pas une pop-up comme ça, en plein milieu de lecture. C'est exactement comme quand on est sur YouTube, qu'on est à fond dans une vidéo et qu'on se prend un ads, ça fait chier tout le monde et bah, c'est la même chose. Donc on ne fait pas des pop-up comme ça, on les place tranquillement sur le côté, tranquillement en bas, on essaye de pas déranger son lecteur. Et ensuite on peut si vraiment vous êtes, voilà, il y a des gens qui aiment pas vendre trop brutalement et ça, je le comprends. Vous pouvez tout simplement faire un lien dans votre article, donc vous placez en lien hypertexte à un moment donné où ça fait sens. Ça marche aussi très bien, il n'y a pas toujours besoin d'y aller fort, il n'y a pas toujours besoin de faire, au plus avec une grosse bannière, une grosse pop-up. Un lien dans un article, c'est toujours, aussi efficace, quoi. Quelques exemples. Donc là, par exemple, moi, c'est sur mon blog, où je fais pas mal d'articles, plus explicatifs. Bah, sur le côté, vraiment, il y a une petite pop-up qui va suivre le lecteur tout au long de sa lecture pour rejoindre ma newsletter, avec un petit bouton «S'inscrire». Ça, c'est un exemple de pop-up qui dérange pas trop. Là, c'est sur un blog que j'adore, j'aime beaucoup, en fait, dans la lecture, je trouve qu'ils ont fait une bannière qui appelle à l'action, mais qui, en même temps, elle est pas trop violente au niveau des couleurs. On comprend vite où ils veulent en arriver, il y a une petite image très claire et en plus, ça marche super bien avec, c'était le titre de l'article, quoi, c'est super bien dans le thème. Donc l'appel à l'action, il n'est pas seulement, design et il dérange pas le lecteur, il fait aussi sens avec, ce que cherchait, la personne. Par exemple, vous êtes, sur un article qui cible les recruteurs et vous mettez un appel à l'action pour un commercial, ça ne marche pas. Vous faites un article qui cible les recruteurs et vous faites un appel à l'action pour un recruteur, là ça marche. Donc il faut aussi faire de la cohérence dans vos appels à l'action, ciblez bien les personnes, ne soyez pas à côté de la plaque, ne soyez pas trop agressif. Et je vais terminer sur, le lead magnet. Donc, le lead magnet, qu'est-ce que c'est? On en entend beaucoup parler, il y en a un peu partout, il y en a sur les réseaux sociaux, il y en a sur les blogs, mais, en soi, qu'est-ce que c'est? Ben, en général, c'est un petit PDF entre 8 et 20 pages, qui est gratuit et à télécharger dans le but de récupérer l'email, de la personne. Donc en général, c'est un petit document assez design, on essaye d'y mettre son branding, on essaye aussi d'apporter de la valeur à l'utilisateur. Parce que le but, en fait, c'est, de faire un premier pas vers lui en lui disant: «Bah, écoute, moi, je te donne une ressource gratuite, si tu es intéressé par tel sujet et dans ce PDF, on va lui apporter de la valeur, mais on va aussi, bien sûr, se mettre en avant sa solution, pas trop brutalement, puisqu'on reste quand même, sur un contenu gratuit et on reste aussi sur un contenu assez informatif. En général, les lead magnets, c'est souvent, bah, comment faire, apprendre à, c'est beaucoup des lead magnets tuto, quoi. Le but, c'est vraiment, de faire un premier pas, enfin moi, c'est comme ça que je le vois. Faire un premier pas vers votre cible pour lui dire: «Bah, je suis consciente que c'est difficile de savoir qui choisir et par exemple, dans mon cas, quelle formation, choisir. Bah, ce que je te propose, c'est de voir une petite avant-première de ce que je fais. C'est gratuit. En échange, moi, par contre, je récupère ton mail et ce mail-là, on va en faire quelque chose, je vous explique juste après. Donc quelques exemples, ça peut être, un petit e-book, assez classique, où en gros vous mettez, le titre dessus, vous faites un petit mock-up et surtout vous expliquez bien, ce que la personne va trouver dedans en fait. Heu, Ça doit être comme, quand vous faites un lead magnet, c'est vraiment comme une page de vente.
Donc on va parler des bénéfices pour la personne, on va lui dire qu'est-ce qu'elle va apprendre. En général, j'aime bien aussi moi mettre soit le nombre de pages, soit le temps à peu près que ça prend. Comme ça la personne, elle sait si elle s'engage beaucoup, pas trop, un peu. Il y a la course du contenu et de l'attention, je pense que plus on met d'infos, mieux c'est pour tout le monde. Là, par exemple, c'est un des e-books que moi j'ai fait, donc là, j'essaye moi, sur mes titres en tout cas, d'être très, très claire, apprendre à trouver tes mots-clés et à te positionner rapidement en 27 pages. Comme ça, c'est assez clair, avec toujours un petit avant-première de ce qu'ils peuvent voir, en fait, ça peut donner envie. Donc moi, je mets 2-3 screens de par exemple, bah, mon e-book. J'ai vu que c'est un contenu gratuit, bah, j'ai pas peur, en fait, d'y aller, quoi. Celui-là, en l'occurrence, n'est pas gratuit, mais j'en ai plein dans le même style, qui le sont et en fait, ça me dérange pas, en fait, de montrer aux gens ce qu'ils vont voir puisque, bah, c'est eux qui vont le télécharger, donc autant que s'ils laissent leur mail, ils le laissent pour une très bonne raison. Il y a d'autres exemples, par exemple, j'avais vu je me semble que c'est chez Pledzi, c'est dans leurs articles, il y a des petites bannières comme ça qui viennent, en douceur, vraiment, se dire: «OK, bah, télécharge notre modèle». Donc ça, c'est un super lead magnet de faire des modèles de livres blancs ou, bah, justement ou des modèles de ci. Ça en fait, vous offrez tout de suite de la valeur à votre lecteur. Donc ce qu'il va garder en tête, ça va être: «Ah mais ce site, trop bien, il m'a filé un modèle gratos en plus et le modèle était top». Bien sûr que je vais revenir dessus ou alors bien sûr que je vais aller plus loin avec ce site-là. La petite bannière, juste en bas, créer une landing qui convertit, ça, j'avais bien aimé parce que c'était une petite pop-up qui apparaissait en bas, mais elle était pas gênante pour ma navigation, elle était pas trop violente et en vrai même moi ça m'a donné envie de télécharger, c'était assez clair. Créer une landing qui convertit, checklist de 50 conseils, hop là je télécharge, c'est réglé. Après, vous avez l'option classique de voilà, des pop-up qui vraiment qui pop comme ça, mais moi, j'ai commencé à avoir de plus en plus de mal, en tout cas, avec, vraiment, mon lecteur il est sur ma page, d'un coup, boum, je l'agresse visuellement avec une grosse pop-up. Donc je vous conseille plutôt, des appels à l'action, aussi en fin d'article. C'est très cool, de mettre, par exemple, pour recevoir un e-book sur les meilleurs talents, en fin d'article, c'est très cool, plutôt que la pop-up. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce fameux, lead magnet, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce contenu? Le but, c'est, donc de ce contenu gratuit pour vous, c'est de récupérer les mails. Donc, vous récupérez les mails dont le but, bah, c'est pas juste de se dire: «OK, cool, il y a 50 personnes qui les ont téléchargés». C'est, de faire levier sur ces mails que vous allez obtenir. Donc l'idée, en tout cas moi ce que j'adore faire, c'est créer une petite série d'emails où, je vais démontrer en fait la valeur de ma solution et où je vais aussi mettre un peu de branding. Donc, par exemple, je fais un e-book, d'ailleurs j'ai un e-book, c'est, les 3 piliers du SEO, à apprendre, gratuitement. Tu le télécharges et ensuite j'ai une petite série de 7 ou 10 mails qui va partir. Les premiers mails en fait, je vais apporter full valeur à mon utilisateur. C'est-à-dire que la personne elle s'est inscrite, le premier truc que je vais lui dire, ça va être: «Hey, merci d'avoir téléchargé le e-book, j'espère que tu as kiffé. Mais en dehors de ça, je pense que tu pourrais aller plus loin avec cet article-là que j'ai écrit». Et en fait, je vais continuer à l'éduquer et à lui donner, en fait, de la valeur, lui démontrer d'autres choses que je sais faire. Le but étant de lui expliquer par A plus B que je suis la solution idéale pour lui ou du moins que s'il cherche à se former en SEO et qu'il a déjà bien aimé mon e-book, bah, il peut aller encore plus loin et j'ai encore plus de contenu et je n'hésite pas à lui rebalancer du gratuit, en fait. J Ça, c'est très personnel, moi, j'ai aucun problème à donner beaucoup de valeur gratuite, à mes lecteurs parce que je pars du principe que s'ils ont kiffé le gratuit, ils n'auront aucun problème à se dire: «OK, je vais sur ces solutions payantes, je sais qu'elles seront au niveau» et c'est le message que moi je vais véhiculer. Si c'est le vôtre aussi, le contenu gratuit est une super option. Hésitez pas dans ces mails aussi à balancer, du branding. Présentez-vous, racontez votre histoire, pourquoi est-ce que vous avez fait cet e-book? Comment vous en êtes arrivé, à le faire? Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette branche-là? En fait, c'est aussi une occasion de faire du branding, de vous rapprocher de votre lecteur. C'est une occasion d'en apprendre un peu plus, sur lui. Vous pouvez aussi lui poser des questions: «Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi est-ce que tu t'es inscrit à ça? Pourquoi tu t'intéresses à par exemple au SEO?» C'est des questions que je pose beaucoup aux gens qui s'inscrivent, sur mes contenus, parce que j'ai envie de comprendre, bah, pourquoi vous êtes, ici et si vous êtes ici, est-ce que moi aussi je suis dans la bonne voie avec le contenu que je vous ai proposé? Et ensuite, petit à petit, au fur et à mesure de ces mails, je vais commencer à parler de ma solution,
mais je vais pas parler de ma solution en lui disant, «Oh, je vends ça». Je vais plutôt, lui dire: «Bah, écoute, je sais que si tu as téléchargé ça, c'est que tu dois, galérer, sur ce sujet-là. Si tu galères sur ce sujet-là, bah, sache que moi je suis passée par là aussi et bah, je peux t'aider, de telle façon. Je pourrais t'enlever, telle épine du pied». En fait, c'est un peu ça, le but, c'est, de montrer, à votre lecteur que vous pouvez lui enlever des épines du pied et le soulager sur le problème qu'il est en train de confronter. Et ensuite pour pousser un peu aussi à la conversion parce que, bah, des fois il y a des faut donner un petit coup de pouce pour que les gens ils passent à l'étape d'après. Hésitez pas à placer un code promo après quelques mails, en disant: «Bah, voilà, j'espère que cette série d'emails elle t'a plu. Si tu as envie de continuer plus loin, j'ai telle solution, pour te donner un petit coup de pouce et te remercier de m'avoir lu jusque-là. Voici un petit code promo» et cetera. Mais la règle, et c'est toujours la même, c'est d'apporter un maximum de valeur à votre utilisateur. On ne fait pas des mails pour faire des mails, on ne fait pas des mails pour vendre à tout prix. On fait des mails qui donnent envie d'être lus et si les gens vous disent: «J'en ai marre de tes mails, je me désinscris», prenez-le comme un gros red flag et qu'il y a un gros taf à refaire. Parce que les gens doivent être plutôt heureux de recevoir un mail de votre part et faites attention au rythme aussi. Ne les bourrinez pas, leur envoyez pas 17 mails par jour. Déjà, je trouve qu'un mail tous les 3 jours, c'est déjà pas mal, voire un rythme déjà un peu soutenu. En fait, on se met dans la tête des gens, on se dit, on essaie d'imaginer déjà, bah, mettez-vous, vous déjà, dans votre boîte mail, vous recevez combien de mails par jour? Les mails que vous recevez, quel est le taux entre ceux que vous appréciez recevoir et ceux que vous supprimez direct, ça vous saoule, vous êtes déjà désinscrit, mais vous le recevez encore et cetera. Mettez-vous dans la peau, bah, de ce que vous vivez et essayez de vous poser la question, «Quel mail est-ce que moi j'aimerais bien recevoir?» Et là déjà vous allez avoir des super résultats parce que quand on se met dans la peau de sa cible, bah, forcément, ça marche beaucoup mieux que si on s'était pas du tout posé ces questions-là. Je fais un dernier petit rappel parce que ça ne fait jamais de mal, et parce que je ne peux pas faire une conférence sans parler de mes 3 piliers du SEO. Rappelez-vous toujours que qu'importe la stratégie de SEO que vous faites, qu'elle soit transactionnelle, que vous allez chercher des gros mots-clés et cetera, le SEO, c'est 3 piliers. La technique, le contenu et la confiance, ils doivent être travaillés ensemble et en même temps. Il faut de la régularité sur les 3 piliers et vous pouvez avoir le meilleur contenu avec les meilleurs appels à l'action, avec le meilleur lead magnet. Si vous avez une technique foireuse et de la confiance en boîte, ça ne fonctionnera jamais. Je fais un petit rappel effectivement, demain c'est le Bootre Friday. C'est, c'est vraiment le seul événement que je fais dans l'année. Il y a moins 50% sur presque tout. Donc quand je dis presque tout, c'est parce que toutes mes formations sont à moins 50%. Les audits sont à moins 20%. On va sélectionner 3 personnes et il y a aussi moins, 30% sur mon outil de traduction, WordPress. C'est un outil que j'ai, lancé vraiment très récemment. Donc je suis preneuse de retour, preneuse de test, venez tester si vous êtes sur WordPress, venez faire un test, venez traduire votre site dans plein de langues parce que ça peut vous ramener énormément de trafic pour moi l'avoir fait chez Wellacxy. N'hésitez pas en tout cas et merci beaucoup pour, bah, votre attention. Merci de m'avoir écoutée et maintenant je vais passer, aux questions et je vais essayer de tous vous répondre dans le temps qui m'est bien sûr, imparti. Bravo! Belle conf, Merci. Attendez, je bois un peu d'eau. J'ai fait, toujours une toute seule. toujours très orientée, conversion et ROI, j'adore. C'est pour ça qu'on Toujours. fait c'est pour ça. C'est Dans pour le ça chat, qu'on fait du SEO. ouais, exactement. Dans le chat, on repartage les offres. Justement, on a mis ton site aussi. Voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et là que j'ai 2 personnes qui font encore des formations, je tiens à le redire. N'hésitez pas à aller discuter directement avec elles. Euh, Il y a forcément une formation qui est faite pour vous. Et le mieux pour savoir laquelle est le plus adaptée, c'est de discuter avec eux. Et comme ça, ils vont pouvoir justement vous expliquer comment ils fonctionnent et ainsi de suite. Et j'ai vu déjà dans le chat, tu as gagné au moins un lead, Amandine, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a mis je vais te contacter, je ne sais plus où il était. Je vais Avec te plaisir. Tu as au moins gagné un lead. Tu peux poser les questions, Camille? Ouais, allez, on a eu quelques questions. Alors attends, tiens, j'ai envie de revenir sur la partie lead magnet, parce que moi, je suis une très grande fan de lead magnet aussi. On a Antoine qui nous demande, bon, sur la partie service, OK pour le lead magnet, Ouais. est-ce que tu penses à quelque chose de similaire pour la partie e-commerce? Pour la partie e-commerce, bah, j'aimerais beaucoup c'est difficile de répondre sans savoir la typologie de site parce que e-commerce, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais on part du principe que, un lead magnet, ça peut être un lead magnet de tout. Ça peut être, quels sont les, 3 meilleurs produits, quelle est la meilleure façon de faire ça? Donc ça peut s'adapter, au e-commerce aussi. C'est juste si par contre j'ai la typologie de site, ça m'aidera un petit peu.
Ouais, ben, si je peux apporter un complément à ta réponse, typiquement sur du e-commerce, par exemple, Mano Mano, ce qu'ils font, c'est qu'ils font Ouais. des guides d'achat. Par Oui, c'est exemple, vrai. guide d'achat téléchargeable sur, comment choisir, alors, je dis certainement une grosse bêtise, mais, sa cabane de jardin, voilà, et donc ils te donnent toutes les critères à prendre en compte, avant d'acheter, ce produit-là en e-commerce. Et après, OK. juste pour compléter sur, tu sais, sur la partie où tu dis un lead magnet, ça peut être plein de trucs. Typiquement, sur l'école du SEO, un de mes lead magnets, c'est, un bilan de compétences. Et en vrai, un bilan de compétences, c'est Oui. un appel, où on fait le point sur les compétences de la personne. Donc c'est pas en soi, c'est pas une ressource, mais, c'est un autre type, un autre format de lead magnet, par exemple. Ouais, très cool. Bah, je crois qu'il a répondu, site de pièces auto. Bah, je pense qu'il y a pas mal de trucs à casser, hein, sur l'automobile. Il y a pas mal de mythes. On sait jamais vers quelle marque aller. On sait jamais, quand est-ce qu'il faut faire enfin, je te dis un truc, hein, quand est-ce qu'il faut faire sa révision? Est-ce qu'il faut vraiment faire sa révision tous les 2 ans? Ça peut être un super lead magnet. Si est-ce qu'on peut faire sa révision tout seul? Ça peut être un super lead magnet. Enfin bref, je te donne quelques idées comme ça, mais il y a pas mal de choses à faire. Ne pas hésiter à te faire aider de l'IA pour trouver des idées aussi, hein. Oui, c'est vrai, ChatGPT est un super assistant. Mmh mh. Alors, on a Perrine qui nous demandait, est-ce que par exemple pour un site d'hôtel, si on a un blog pour rédiger des articles liés à la destination. C'est très, très cool. Je pense qu'elle doit faire, enfin, je pense que du coup, Perrine, tu dois faire, appel au SEO local ou du moins tu dois faire référence à ça. C'est vrai effectivement une très, très bonne pratique si tu as un hôtel, dans une région, d'aller faire des articles de blog liés à la destination, les bonnes adresses, les meilleurs restos autour, qu'est-ce que tu peux faire en 3 jours, par exemple dans la ville. Enfin, n'hésite pas à bombarder autour de ta destination puisque si les gens viennent dans ton hôtel, ils doivent surtout certainement faire un séjour autour, donc il y a certainement beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à dire. Et surtout, alors pour le coup, c'est une très bonne thématique. Les hôtels sont souvent énormément bloqués en SEO par rapport aux grosses agences, Expedia et ainsi de suite. Et du coup, c'est très dur pour les hôtels de se positionner en SEO. Alors que si tu te positionnes avec des articles de blog justement sur, on avait accompagné quelqu'un qui était à Annecy et que faire autour d'Annecy, que faire au lac et ainsi de suite. Et ben en fait, avec les articles de blog, elle rentrait du trafic et elle arrivait à convertir et avoir des chambres louées grâce aux articles de blog. Donc pour les hôtels, c'est une très très bonne thématique. Allez faire des blogs là-dessus, ça va vous permettre d'aller choper des leads par rapport à ce que vous pouvez proposer autour de votre région. Et ça vous permettra de faire du SEO. On sait que cette thématique, c'est très dur parce que vous avez des gros concurrents, les grosses plateformes qui se positionnent en SEO. Et je pousse, sa deuxième, petite remarque, slash question, mais, quand on attire un public plus large sans forcément vendre des séjours, est-ce que c'est négatif pour le SEO? Alors non, c'est pas négatif pour le SEO. On va dire que tu vas plus, faire connaître ton hôtel, faire connaître ta marque. Ouais, tu vas gagner en notoriété, donc non, c'est pas négatif puisque au contraire, tu attires plus de monde sur ton site. Par contre, il faut que tu sois du moins vigilante sur le fait que, tu ne fasses pas une majorité d'articles pour, qui vont cibler très large et du coup, c'est là où tu vas réduire ton taux de conversion. Peut-être que tes efforts doivent être un peu équilibrés entre: «Je convertis et j'attire du monde». Mais après, il faut pas oublier qu'attirer du trafic, c'est aussi travailler ses métriques d'autorité, et donc c'est jamais vain. Enfin, c'est pas parce que tu attires du trafic qui convertit pas instantanément que ça t'aide pas à bosser ton SEO et à avoir un meilleur score d'autorité, quoi. Faire du trafic, c'est toujours bon, on va dire. Mais faut faire attention à pas faire du trafic pour faire du trafic et au final avoir un site où il y a, 300 000 visiteurs, 0 conversion, quoi. C'est un peu le risque. Il faut le juste équilibre. Mmh mh. Alors je reviens sur la partie e-commerce, pour Antoine. Ouais. Donc, comment on pourrait amener, les CTA sans être trop brutal? Je sais que tu as parlé de bannières et cetera. Est-ce qu'il y avait des choses supplémentaires à ajouter? Bah, totalement, en fait, faire des appels à l'action, surtout sur du e-commerce sans être trop brutal. Bah, imaginons, tu as un site e-commerce, où moi j'ai bossé pour un site e-commerce, c'était du loisir créatif. On faisait des articles, tutos où en fait on parlait de, bah, par exemple, bah, comment faire son propre sapin de Noël et en fait nos appels à l'action, c'était la liste d'achat pour le faire et ça peut être beaucoup de tu vois, c'est pas brutal puisque tu proposes, le «kit complet», entre guillemets, pour refaire ce que tu viens de proposer à ton lecteur et tu peux y aller en douceur. Ça te permet de toi vendre, mais tout en démontrant ce que tu peux faire avec tes produits, c'est tout bénef. Très clair, très clair.
Alors, j'ai plus de questions dans les questions qu'on a shortées, là, qu'on a mis en shortlist. Je sais pas si Alain Il y a t'en quand avait. même ça, on peut lui mettre. Eh merci. Oui, merci, trop bien. Ah, je Ouais, l'ai pas vu passer. j'adore quand on travaille chez ce type de client. Merci beaucoup d'être là, et qu'en une semaine, il y a déjà des résultats, c'est du kiff pour tout le monde. Quand en une semaine, tu arrives à débloquer la courbe de trafic d'un ou d'une cliente, c'est C'est magique. tellement satisfaisant. Tellement. Bravo. Et en plus, elle donne même des conseils dans le Ah mais chat. oui, parce que voilà, c'est une très bonne élève, c'est-à-dire que, C'est elle ça. ne fait pas que faire un audit, elle se forme avec nous et en plus elle en retient les très bons conseils, donc c'est C'est vraiment très cool. c'est parfait. Ça montre que l'accompagnement est actionnable et donne des résultats. Très belle preuve. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Amandine. Continue de Merci beaucoup, te flatter là, regarde Adrien. ah là là, vous me saucez, vous me saucez. Là, c'est ton moment là, profite. Merci Voilà. beaucoup en tout cas, Non, mais merci ouais, pour, c'est vrai, c'est comme on dit à chaque fois, mais en plus, on pourrait dire qu'on est concurrent sur plein de choses, et ainsi de suite, mais il y a de la place pour tout le monde. Et là, tu as dit quelque chose de très vrai, mais c'est tellement satisfaisant quand on arrive à accompagner des clients et qu'on arrive à avoir des résultats, parce que souvent, on pourrait croire qu'on travaille que pour l'argent, entre guillemets, mais il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir la courbe de trafic de nos clients augmenter. Et c'est aussi une source de revenus, de satisfaction. Et puis en plus, ça nous permet justement de faire des conférences comme aujourd'hui, de pouvoir parler là-dessus, de pouvoir réassurer tout le monde. Donc c'est ultra cool. Et c'est ultra cool justement quand les clients le disent aussi. Parce que souvent, on le dit nous, mais quand un client en plus appuie ces propos-là, c'est vraiment cool. Donc bravo à cette personne de venir mettre un commentaire comme ça. Je pense que c'est vraiment gentil énormément, de ouais. sa part. Et bravo à elle. Et voilà, n'hésitez pas à contacter Amandine. Pour le coup, on la connaît aussi très bien de notre côté. On a déjà eu l'occasion de travailler avec elle. Donc pareil, il n'y a pas de souci. On vous laisse aller avec elle avec plaisir. Et merci à vous en tout cas pour cette super garden party parce que je pense qu'il faut qu'on relève aussi, la qualité des interventions du jour. Ouais, Super programme, sacré super plateau. animation de votre part, et aussi les gens dans le chat sont très, très, très sympas, et c'est pas le cas partout donc merci aussi à tous d'avoir été très courtois avec des questions très pertinentes et puis merci de m'avoir écoutée. Et on est encore à 700 live, donc pareil, hein, tu Waouh! as encore tenu la barre. C'est ce que je disais, hein, mais mine de rien, il faut se rendre compte de ça. C'est que là, aujourd'hui, on est sur un événement qui a tourné à 700 sur toute la journée. Donc autant dire qu'un événement comme ça en physique, ça serait très très rare. Là, on touche énormément de personnes. Donc encore une fois, et comme Amandine, et comme Camille, comme tous ceux de la journée, je vous pousse à vraiment venir parler de vous, parler de vos projets, de ce que vous êtes capable de faire et tout, de vous mettre en avant. Alors oui, ça peut un peu faire peur. Oui, ça peut un peu, des fois, cette appréhension de qu'est-ce que j'ai à raconter. On a toujours quelque chose à raconter. Voilà, vous avez forcément travaillé sur un client, vous avez forcément eu des problématiques, vous avez forcément eu des réussites. On a même des Ou une belle conférences. galère. Voilà, exactement. On a même eu des conférences sur les échecs qui sont très, très intéressantes parce que justement, ça montre que des fois, on se loupe aussi. Donc voilà, venez faire des conférences. Et là, vu que j'ai deux femmes avec moi, je vais aussi pousser là-dessus. Il faut aussi que les femmes viennent de plus en plus. Il ne faut pas avoir ce syndrome d'infériorité qu'on peut avoir régulièrement. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a de la place pour tout le monde, jeunes, vieux, femmes, hommes, voilà, il y a vraiment, même parce qu'on a aussi des fois avec les jeunes qui osent pas se lancer. Non, non, il y a pas, c'est pas parce que ça fait qu'un an que vous êtes dans le SEO que vous n'avez rien à dire. Donc Et voilà, puis je vous force encore à vous pousser là-dessus. je me permets de te compléter, mais je pense vraiment que oui, il y a eu moins de profils féminins dans le SEO, puisque ça a été un monde très fermé pendant longtemps, mais de plus en plus, on en voit prendre la parole et avec des interventions très, très, très qualitatives et ça fait du bien. Donc, si vous avez envie de prendre la parole en SEO ou même prendre la parole tout court, on vous attend. Moi, je vous attends sur LinkedIn, hein. J'attends vos posts, j'attends vos commentaires, je viendrai vous voir. N'hésitez C'est pas. clair, c'est clair. Trop Merci bien. beaucoup, Amandine. On va te Merci laisser tranquille beaucoup. pour aujourd'hui. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir participé à cet énorme plateau. Tu l'as dit, mais aujourd'hui, on a vraiment eu un sacré plateau très relevé. On est très, très content que vous nous fassiez confiance pour faire une conférence avec nous. Et on te dit à bientôt. À bientôt, À merci très vite, beaucoup. Amandine. Salut.